réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier numéro de l'émission YouStalk. Émission qui est produite par la clinique d'expertise juridique et sociale et qui a un regard tourné vers l'accès au droit et à la justice pour tous. Dans le courant de ce premier numéro, vous aurez à découvrir les raisons pour lesquelles cette émission a été initiée. Dans une première rubrique, je m'entretiendrai avec deux invités que vous aurez aussi l'occasion de découvrir dans quelques instants. Et pour clôturer l'émission, YouStalk se fera le plaisir de vous présenter ou alors de vous faire découvrir un aspect de vos droits dans sa rubrique Mes droits en 3 minutes. Je le disais tout de suite, YouStalk en est en son tout premier numéro et il est important pour nous que vous sachiez pourquoi est-ce qu'un tel programme a été initié. Le directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale, M. Dieudonné Kossi, nous en parle. Chercher à comprendre en fait le motif ou en fait la raison pour laquelle c'est juste la clinique d'expertise juridique et sociale a bien voulu initier une telle émission YouStalk. Deux raisons fondamentales. La première en fait est conjoncturelle et la seconde s'inscrit dans l'ordre de diversification de l'offre de services, de l'offre d'assistance au niveau de la CEJUST. Sur le conjoncturel, il est clair qu'avec la crise sanitaire de Covid-19, nous nous sommes retrouvés très limités par rapport au déploiement de nos cliniques mobiles et surtout de notre offre de services et d'assistance qui demande du contact physique. Seulement, autant nous sommes limités par la crise que l'accès aux droits pour tous ne doit pas se retrouver limité ou pris en otage par la crise sanitaire de Covid-19. Et YouStalk vient donc à pic en réponse à cette recherche d'innovation pour que la CEJUST ait les services gratuits d'assistance juridique et d'orientation et que nous offrons à la population puisse continuer par résister. La seconde raison est donc s'inscrit dans la logique de la diversification de l'offre de services. C'est toujours une recherche d'innovation parce qu'aujourd'hui, après 5 ans d'existence, la CEJUST cherche à toucher beaucoup plus de monde. Et aussi bien ceux qui ont la possibilité de venir vers nous que ceux qui sont limités par la distance ou par les moyens financiers et donc qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux locaux de la CEJUST. YouStalk sera une sorte de relais de la CEJUST et aussi d'un service d'orientation juridique, d'un service d'explication du droit et de proximité. Désormais, les citoyens et tout justiciable peuvent s'orienter vers YouStalk, qui sera une émission qui va accueillir une diversité de personnes, des gens d'une compétence reconnue, qui viendront nous expliquer des aspects du droit qui restent encore sombres dans l'esprit du justiciable lambda. YouStalk reste donc une émission qui doit être rapidement et qui doit s'inscrire très rapidement dans le cœur du public togolais qui est à la recherche d'informations juridiques, d'informations ou d'orientation sur les procédures judiciaires. Ce programme est donc pour nous tous. Je vous remercie. Nous disons merci à M. Dieudonné Kossi, directeur exécutif de la clinique d'expertise juridique et sociale,
pour ces amples éclaircissements sur l'émission U-Stock. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le fond du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Avec Internet, les sites, les blogs et les réseaux sociaux, il est facile pour n'importe quel individu de collecter des données personnelles d'autrui. Il y a quelques semaines de cela, la plateforme de messagerie mobile WhatsApp a annoncé à ses utilisateurs l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles de fonctionnement, suscitant alors une vague de critiques chez ces utilisateurs qui craignaient ou qui craignent pour la protection de leurs données personnelles. Vous l'aurez sans doute compris, nos échanges aujourd'hui porteront sur la protection des données. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Maître Pekele Baba Solim, avocat à la Cour. Maître Pekele, bonjour. Bonjour, chère demoiselle. Je reçois aussi Monsieur Namessi Rodabalo, juriste publiciste et en poste au ministère de l'économie numérique. Monsieur Namessi, bonjour. Bonjour et merci de nous associer à cette belle initiative. Chers invités, encore une fois, je vous dis merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Nous allons tout de suite commencer avec la question de la protection des données. Mais d'abord, j'aimerais savoir, et les internautes aussi, ce qu'est une donnée personnelle. Comme le nom laisse entendre, une donnée personnelle, c'est une information qui est intrinsèquement liée à la personne et qui contribue à son identification et qui permet aussi de le cibler, de le suivre et même de le surveiller. Et donc, quand on parle de données personnelles, il faut entendre par là le nom, le prénom, le numéro de téléphone, les empreintes digitales ou nos interactions sur les réseaux sociaux, entre autres. Peut-être que mon cher ami Namessi pourra compléter la définition. Oui, je pourrais aussi dire de façon très simple que les données personnelles, ce sont des informations relatives à une personne physique. Donc on pourra parler de données personnelles pour une personne morale. Et donc ces informations portent sur notre identité physique, notre identité psychologique, génétique et tout cela. Et donc vous imaginez, lorsque vous allez dans une banque pour faire peut-être une opération, on va vous demander de donner ton nom, ton prénom par exemple. Et ce faisant, vous êtes en train de donner vos données personnelles. Et quand vous allez par exemple à la DGDN pour le service de passeport ou bien pour les cartes nationales d'identité, on recueille vos empreintes digitales. Il s'agit de vos données personnelles. Donc ce sont les données qui sont inhérentes. Et comme il a dit, les données qui sont intrinsèquement liées à une personne. Donc on entend en bref par données personnelles les éléments de base de la vie privée d'une personne. Exactement. Depuis quelque temps, le transfert de données, la question du transfert de données de WhatsApp vers Facebook crée une polémique. Et moi j'aimerais savoir, les internautes aussi, pourquoi est-ce que cela crée une polémique? Pourquoi est-ce que les gens ont une crainte par rapport au transfert des données personnelles de WhatsApp vers Facebook? Alors, c'est à moi la question. La crainte est justifiée. Tout à l'heure, on a dit que ce sont des données qui permettent de suivre, de cibler, de profiler les personnes et d'en faire un usage déterminé. Aujourd'hui, ce que Facebook, le groupe Facebook, fait de nos données est un usage purement commercial. Vous savez, l'accès à Facebook est gratuit en apparence. Mais ce que Facebook recueille de nous ou récolte de nous, de ses internautes, ce sont nos données personnelles. Et ces données personnelles sont analysées, sont étudiées, sont catégorisées et sont revendues à des entreprises commerciales qui les utilisent à des fins de publicité ciblées pour nous motiver davantage à acheter tel ou tel service ou à adhérer à tel ou tel programme. Et donc, en dehors de cet usage commercial, récemment on a été au courant donc, du fameux scandale de Cambridge Analytica, une société britannique qui est spécialisée dans l'analyse des données à grande échelle et dans le conseil dans les solutions en communication. Eh bien, cette société est supposée ou est accusée d'avoir aidé Donald Trump
durant la campagne de 2016, a influencé le vote des Américains. Ça veut dire que nos données personnelles peuvent être utilisées pour influencer nos choix politiques, pour influencer nos pensées, pour influencer nos orientations idéologiques. Voilà un peu ce qui peut justifier la crainte aujourd'hui des internautes et des usagers de Facebook. Merci. Oui, oui monsieur. Pour compléter ce qu'il a dit, le véritable problème par rapport à cette polémique, c'est la question de la confidentialité de nos données. Parce que nos données personnelles doivent normalement être rendues confidentielles. Mais ce qui se passe avec les nouvelles conditionnalités de WhatsApp, c'est qu'on nous dit que nos données personnelles seront partagées avec Facebook et les autres réseaux sociaux. Et quand on dit nos données seront partagées avec Facebook, il s'agit de nos noms, de nos numéros de téléphone, de nos adresses IP qui seront partagées. Or, quand vous avez l'adresse IP de la personne, vous pouvez facilement profiler. Ça contribue au profilage de l'individu. Et comme l'ami l'a si bien dit, c'est vrai, on s'abonne à ces plateformes gratuitement, mais eux, ils s'enrichissent derrière nous en monétisant nos données. Voilà. Merci. Et pour toutes ces personnes qui sont contre le transfert des données de WhatsApp vers Facebook, quelle alternative pour eux? Bien évidemment, l'alternative la plus immédiate et la plus radicale est de migrer vers d'autres réseaux sociaux. Récemment, on a appris donc, ce qui s'est passé avec le réseau social Signal, grâce à un tweet de Elon Musk. En tout cas, Signal, Telegram font partie des réseaux sociaux qu'on recommande désormais à tous ceux qui veulent avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle, ou être rassurés que leurs données personnelles ne seront pas utilisées à des fins inconnues. Mais en dehors de ça, moi je peux dire que c'est peut-être aussi une aubaine pour les réseaux sociaux africains, parce qu'il en existe et ils sont très peu connus. C'est peut-être une aubaine pour eux de se faire connaître et de se positionner comme une véritable alternative. Parce qu'en utilisant les réseaux sociaux qui nous viennent de l'Occident, eh bien nos données personnelles sont stockées sur des serveurs, sur des data centers qui sont logés en Occident. Peut-être que les réseaux sociaux africains pourront offrir la solution en s'unissant et en offrant un stockage sur des data centers installés en Afrique. C'est vers ça qu'on espère tendre. À titre d'exemple, il y a un réseau social qui s'appelle Blue World, qui est sud-africain. Il y a aussi des réseaux sociaux d'origine nigériane. Il y a un qui se nomme Izioki. Vous savez, c'est peu connu. Vous découvrez peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra tendre vers ce genre de réseaux sociaux. Monsieur Namessi, un mot? Oui, un petit mot, je peux le dire, parce que aujourd'hui, avec cette nouvelle conditionnalité posée par WhatsApp, nous avons le choix. En fait, d'aucuns disent que le consentement des individus est vicié à travers cette nouvelle conditionnalité de WhatsApp. Non. WhatsApp nous donne l'opportunité, ou bien nous laisse le choix de continuer par utiliser sa plateforme, ou bien de migrer vers d'autres plateformes. Alors, si nous voulons utiliser sa plateforme, il faudrait qu'on adhère à leurs conditions. Mais nous, notre alternative, c'est de migrer vers d'autres réseaux qui vont protéger nos données, où la confidentialité des données sera respectée. Alors si aujourd'hui les gens migrent vers d'autres réseaux sociaux, c'est parce qu'ils trouvent dans ces réseaux sociaux une forme de protection de leurs données personnelles. Ils se disent que leur confidentialité et la confidentialité de leurs données sera respectée. Merci. Et est-ce que Facebook est libre de procéder à ce transfert de données de WhatsApp vers Facebook? Est-ce que cette action est vraiment légale? Voilà. Ce qui est véritablement en jeu ici, c'est la modification des conditions générales d'utilisation. Qu'entend-on par conditions générales d'utilisation? Je vais dire que c'est le contrat cadre. C'est un contrat par lequel le propriétaire de l'application informe les utilisateurs des conditions d'accès et d'utilisation de sa plateforme. Alors, ce qui est mis à la charge de ces propriétaires d'application, c'est de faire en sorte que l'utilisateur
accepte ces conditions générales d'utilisation. C'est en ce moment que ces conditions deviennent un accord, deviennent un contrat. Et donc, on le fait généralement lorsqu'on installe une application. Avant l'installation, avant de commencer l'utilisation, on a ces conditions générales qui défilent et à la fin, on a une case où on nous demande de cocher. Voilà, en cochant, on atteste qu'on a lu et approuvé et qu'on accepte les conditions. Alors aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que Facebook est libre de changer les conditions d'utilisation? Bien sûr. Facebook est propriétaire de son application, Facebook définit les conditions d'utilisation et il revient aux usagers de les accepter ou non. L'obligation qui est mise à la charge de Facebook est d'en informer les utilisateurs. Nous allons donc continuer avec la question de la légalité. Nous savons qu'en Europe, le règlement général pour la protection des données régule l'utilisation des données personnelles. Et nous voudrions savoir si en Afrique, il est possible d'avoir un tel cadre qui conditionne ou alors qui réglemente l'utilisation des données en Afrique pour les Africains. Ah, mais c'est une très belle question. Alors, je puis vous dire qu'en Afrique, il existe un cadre légal de protection des données à caractère personnel. Et ce cadre légal peut être identifié d'abord sur le plan régional. Nous avons la Convention de Malabo, donc la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qui prévoit en son article 8.1 que les États doivent instaurer un cadre qui va favoriser la protection des données personnelles de leurs citoyens. Il en est de même de l'acte de la CEDEAO, l'acte additionnel de la CEDEAO, qui aussi fait obligation aux États d'instaurer un cadre juridique favorable à la protection des données des personnels des citoyens. Et vous l'aurez compris, les États devraient emboîter le pas. Et je peux vous dire que le Togo a déjà emboîté le pas en 2019, plus précisément le 29 octobre 2019, en adoptant la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc nous avons une loi qui favorise véritablement la protection des données. Maître Pekele, qu'en pensez-vous? Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'existence d'un cadre légal de protection des données personnelles en Afrique? Vous savez, on a dit tout à l'heure que les données personnelles constituent la matière première des géants du numérique. C'est grâce à ces données que ces géants du numérique font du fric. Or, l'Afrique, dans les décennies à venir, sera la troisième plus grande communauté numérique, après l'Inde et la Chine. Donc au regard de sa population croissante, au regard aussi de la jeunesse de sa population. Ça veut dire que ce réservoir d'internautes suscite l'intérêt des géants du numérique, de plus en plus l'intérêt des géants du numérique. En témoigne par exemple l'installation d'un bureau Afrique par Facebook en Afrique du Sud en 2015 et la visite de Mark Zuckerberg en 2018 en Afrique, visite à la suite de laquelle il a installé un centre technologique à Lagos au Nigeria. En témoigne aussi des diverses actions de Google en Afrique, des initiatives pour rendre accessible l'Internet, pour encourager la jeunesse à être actif sur le numérique, et aussi l'installation par Google d'un centre de recherche en intelligence artificielle à Accra au Ghana. Tout cela signifie que, tout comme dans les années 50, où lors de la colonisation, l'intérêt des Occidentaux pour nos mines, nos matières premières, aujourd'hui, les géants du numérique aussi vont à la conquête des internautes, des données personnelles. D'où l'urgence d'encadrer la collecte et le traitement de ces données. Donc, comme l'a souligné tout à l'heure M. Namessi, mon cher ami Namessi, au plan continental, on a pris des initiatives. On a une convention sur la protection des données personnelles. Au plan régional, nous avons aussi un acte qui date même, qui est antérieur à la convention de l'Union africaine, puisque la convention date de 2014,
alors que l'acte additionnel de la CEDEAO date de 2010. En dehors de cela, donc il y a plusieurs pays, à savoir le Ghana, le Bénin à côté, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et même le Cap-Vert, qui ont aussi déjà des avancées notables en la matière. Et donc récemment, le Togo a emboîté le pas parce que ça devient une urgence et une nécessité. D'accord. Et parlons du Togo. Quelle est la loi qui prévoit la protection des données personnelles? Okay. Bon, en tout cas, la loi date du 29 octobre 2019, c'est bien ça. Et moi, je suis un citoyen qui a la découverte de cette loi et qui attend la mise en œuvre concrète de cette loi. Pour le contenu, je pense que mon cher ami Namessi est plus à même de vous éclairer là-dessus pour avoir contribué significativement à l'élaboration de cette loi. Monsieur Namessi, nous écoutons donc. Ok, je pense qu'il a tout dit en disant que j'ai contribué à l'élaboration de la loi. Oui, mais je peux vous dire que au Togo, nous avons un cadre juridique qui protège les données personnelles. Et ce cadre juridique est exprimé par la loi numéro 2019-014 du 29 octobre 2019. Cette loi, en réalité, elle s'est inspirée aussi bien de la Convention de Malabo que de l'acte additionnel de la CEDEAO. Et puis, elle s'est aussi inspirée du règlement général de protection des données personnelles que vous avez évoqué, tantôt RGPD. Et aujourd'hui, à travers cette loi, le citoyen peut revendiquer certains droits. Alors, quels sont ces droits? Par exemple, lorsqu'on traite ces données, le citoyen a le droit à l'information. Le citoyen a le droit de donner son consentement. Il faudrait qu'on requiert son consentement. La loi l'a prévu. Et il y a des obligations aussi qui sont à la charge de ceux qui traitent les données. Et ceux qui traitent les données, donc les responsables du traitement des données, on peut par exemple parler de Ecobank, qui traite les données, on peut par exemple parler de la direction, pas la direction, on peut parler de... des compagnies de téléphonie mobile. Des mobile. compagnies de téléphonie mobile, exactement, qui traitent les données. Alors une obligation est à leur charge. Et cette obligation, c'est qu'ils doivent rendre ces données confidentielles. Ils doivent assurer la sécurité de ces données parce que n'importe qui ne peut pas avoir accès à ces données. Donc il faudrait assurer la sécurité de ces données. Il faudrait aussi assurer la pérennité de ces données. La pertinence aussi. C'est-à-dire, lorsque par exemple vous voulez recueillir les données, il faudrait que cela se fasse selon une finalité donnée. Et que lorsque la finalité est atteinte, alors qu'on suspende la collecte de ces données-là. Voilà. Mais ce qui rassure les citoyens, c'est qu'au-delà, il est instauré une autorité qui s'assure du respect de cette loi-là, par aussi bien les responsables de traitement des données que les citoyens, et qui peut, à travers ces missions qui lui sont assignées, infliger des sanctions à ceux qui ne respectent pas. Alors, cette autorité, au Togo, il s'agit de l'instance de protection des données à caractère personnel. Donc, c'est elle qui s'assure de la conformité du traitement des données à notre loi, que j'ai évoqué, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et en cas de non-respect, alors cette autorité-là peut infliger des sanctions. Par exemple, dire à ces responsables de traitement des données de retirer leur autorisation pour le traitement des données, par exemple. Et au-delà de ces sanctions, il y a aussi des sanctions pénales. Parce que dans la loi, on a prévu des sanctions pénales. Lorsque le traitement des données est fait de façon frauduleuse, j'allais dire, cela est sanctionné. Voilà. Donc, il y a des dispositions pénales qui sanctionnent les auteurs qui traitent malveillamment les données personnelles. Voilà. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, parce que plein de jeunes, la majorité des jeunes utilisent Internet aujourd'hui. Mais je voudrais vraiment savoir quelle est la portée juridique de nos actions sur Internet. Parce qu'Internet aujourd'hui est devenu le lieu où le harcèlement, par exemple, les violations des droits, les violations de la vie privée des uns ou des autres. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences
de ces actes-là sur Internet? Vous l'avez si bien dit aujourd'hui, l'Internet, un auteur a dit qu'on assiste aujourd'hui à un ensauvagement du web. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas autrefois droit à la parole s'attribuent ce droit et en font un usage quelquefois répréhensible. Et nos actes ne sont pas sans conséquences, malheureusement. Sans conséquences. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos actes peuvent porter différentes formes d'atteinte à la vie privée, à la personnalité, à l'intimité privée, mais aussi à l'ordre public. Lorsque nous portons atteinte à la personnalité ou à l'intimité privée, on peut tomber sous le coup d'une infraction pénale, telle que la diffamation, telle que l'injure, telle que le harcèlement ou encore le chantage. Et donc, c'est autant d'infractions qui peuvent être constituées à partir de nos publications qui semblent anodines sur les réseaux sociaux et qui peuvent être recueillies et aller servir plutôt donc à la constitution de l'infraction et à notre condamnation à des peines, à diverses peines. Donc il vaut mieux assumer, prendre conscience de la portée de toutes nos publications et des éventuelles conséquences qui peuvent en découler. Lorsque on parle d'atteinte à l'ordre public, par exemple, lorsque nous sommes le vecteur de la diffusion des fake news, nous sommes vecteurs ou instigateurs de ces fake news. Aujourd'hui, nous avons les moyens, l'État a les moyens de poursuivre les auteurs de ces fake news et de les sanctionner. Et donc, aujourd'hui, le phénomène de mimer tcha-tcha-tcha-tcha doit être encadré. Être encadré, je peux le dire, être encadré, parce qu'on peut voir derrière des infractions pénales. Est-ce une question à ce sujet? Oui, qu'est-ce que je pourrais dire après l'avocat, puisque c'est lui qui maîtrise plus l'aspect pénal de la chose. Oui, c'est vrai que l'utilisation, je dirais abusive, des réseaux sociaux ou illicite des réseaux sociaux peut conduire à des condamnations d'ordre pénal. Et il a évoqué, c'est sur deux plans. On peut parler de l'atteinte. Par exemple, on peut utiliser les données pour porter atteinte à la personnalité. Et puis, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour porter atteinte à l'ordre public. Donc, on trouble l'ordre public. Et ces deux actes sont des actes illicites qui sont pénalement réprimés. Et donc, moi, ma foi, j'en appelle peut-être à une utilisation responsable de nos réseaux sociaux. Il y a certains qui disent qu'il faut être beaucoup plus discret quand vous utilisez les réseaux sociaux. Il y a d'autres aussi qui disent que, par exemple, lorsque vous voulez publier des images, il ne faudrait pas publier des images qui pourraient porter atteinte à la personnalité de quelqu'un. Vous imaginez ceux qui diffusent les images pornographiques, et surtout à caractère infantile. Ça, c'est un acte illicite et qui est d'ailleurs réprimé par une autre loi qui a été adoptée par le gouvernement, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. J'aimerais revenir sur la souveraineté numérique de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut parler d'une souveraineté numérique? Peut-elle défendre sa souveraineté numérique aujourd'hui? Je crains d'être assez radical. En l'état actuel, non. Comme sur plusieurs domaines d'ailleurs. Tout à l'heure, on a parlé donc des lois, de la Convention de l'Union africaine, de l'acte additionnel de la CEDEAO et des lois que chaque État est en train de prendre. Mais au-delà de tout, la protection efficace des données à caractère personnel passe par la capacité de sanctionner les utilisateurs de ces données-là, ceux qui collectent et traitent ces données. Aujourd'hui,
Nous sommes en train d'instaurer des structures, des agences nationales qui sont censées veiller à la protection des données des citoyens. Mais de vous à moi, que peut l'instance de protection des données à caractère personnel contre Facebook? Que peut cette instance face à Google? Les États européens l'ont compris. Ils se sont unis. Ils ont pris une seule loi. Et ils sont en train de mettre le dispositif efficace pour pouvoir sanctionner ceux qui traitent les données des Européens. Vous êtes, et les internautes également, sont au courant donc des sanctions financières que l'Union européenne a prises contre Google récemment et même contre Facebook, si je ne me trompe pas. Il n'y a que ces genres de mesures qui peuvent amener les géants du numérique à faire plus attention et à être plus responsables dans l'utilisation qu'ils font de nos données numériques. Pourquoi je donne ces exemples? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de disperser, à mon avis, nos forces. Il serait plus sain et plus sage d'unir nos forces. Si on ne peut pas le faire au plan continental, qu'on le fasse au plan sous-régional et qu'on mette en place une institution forte, capable d'assumer la protection des données et capable, compte tenu donc du risque, si on prend par exemple la CEDEAO, le réservoir d'internautes qui existe, si on menace Facebook de suspendre ses services dans l'espace CEDEAO, même si c'est seulement le Nigeria, Facebook va vraiment se mettre à réfléchir et peut se raviser. Mais lorsqu'on se retrouve dans un espace comme le Togo, Facebook a très peu à perdre que les internautes togolais cessent de s'abonner à Facebook. Voilà la première dimension de ma réserve. La seconde dimension de ma réserve est par rapport aux data centers, au centre de stockage de nos données. Vous savez, on ne peut pas prétendre à la souveraineté numérique lorsque tous les réseaux sociaux auxquels nous nous connectons stockent nos données dans des pays étrangers. Nos données sont aujourd'hui stockées, la plupart de nos données qui sont collectées sont stockées aux États-Unis. Alors comment on peut prétendre à une souveraineté numérique ou à une souveraineté numérique lorsque nous ne sommes même pas en mesure de stocker nos données sur notre propre sol? Voilà pour moi des aspects qui aujourd'hui nous empêchent de prétendre à la souveraineté numérique. Il faut donc en appeler à la sagesse de nos chefs d'État, de nos dirigeants, pour qu'ils puissent intégrer, unir leurs forces afin de mettre en place des institutions fortes et de mettre en place le dispositif technique permettant d'assurer notre souveraineté numérique. Voilà un peu ce que je pense de la question. Merci. Monsieur le ministre. Alors, à la suite du maître, moi je peux dire que pour parler de souveraineté numérique, il faut d'abord envisager le cas où il y a un renforcement du cadre juridique en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, on va se poser cette question, est-ce qu'il existe un cadre juridique qui a même de protéger les données personnelles des citoyens en Afrique? On peut dire oui. Ça, c'est de façon juridique. On a mis en place des choses. Mais maintenant, c'est la question de l'effectivité. J'ai tantôt évoqué l'existence de la loi au Togo et l'existence, la création d'une instance de protection des données à caractère personnel. Cette instance, elle n'existe que dans les textes. Il faudrait l'opérationnaliser, donc mettre en place l'instance qui serait à même de protéger ces données-là. Donc je pense que le cadre juridique existe. Donc ce cadre juridique est favorable au renforcement de la souveraineté numérique en Afrique, mais c'est le côté opérationnel qui pose problème. Et tantôt, mon ami Maître Soline Bekele a évoqué l'existence des data centers. Alors, quand on parle de data center, on peut le dire de façon simple, c'est une chambre où on stocke les données. Et malheureusement, les GAFAM, eux, qu'est-ce qu'il faut? Nos données, tous nos données sont hébergées chez eux. Donc, c'est à l'extérieur, par le cloud, par exemple. Donc, les données de tous les Africains sont hébergées là-bas. Donc, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, l'utilisation qu'ils veulent. Et
vous pouvez, si vous le savez bien, aux États-Unis, par exemple, il est permis aux autorités gouvernementales de pouvoir avoir accès aux données stockées par les GAFA. Par exemple, lors de la poursuite, des actes de poursuite, par exemple, vous pouvez avoir accès aux données. Donc, vous imaginez, des gens qui se trouvent aux États-Unis peuvent avoir accès à mes données ici. Donc, ça veut dire quoi? Que sur ce plan, notre souveraineté n'est pas renforcée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faudrait qu'en Afrique, qu'on héberge nos données. Donc, créer des data centers en Afrique. Et sur ce plan, moi, je salue le Togo. Je salue le Togo. On va dire que je suis au ministère de l'économie numérique, mais je salue le Togo parce que si vous faites un tour vers Togo Télécom, le siège de Togo Télécom, derrière, on est en train de construire un data center. On parle de carrière hôtel. Donc un espace, une chambre où nos données seront stockées. Et donc là, ça contribue à la souveraineté numérique. Souveraineté numérique de notre État. Et je pense que cette action doit être généralisée en Afrique, qu'on arrive à stocker nos données, à héberger nos données en Afrique, pour que les réseaux sociaux aussi qui vont pousser, les réseaux sociaux africains hébergent les données ici, au lieu de les héberger à l'extérieur, à travers les clouds. Voilà. Chers internautes, je n'en appelle pas au boycott des grandes firmes des réseaux sociaux, des géants du numérique, mais je vous invite tout de même à utiliser les réseaux sociaux qui naissent en Afrique. Merci. Chers invités, je vous remercie d'avoir bien voulu partager un peu de votre temps, de votre expertise et de vos connaissances avec nous. À présent, est-ce que vous avez un mot de fin? Alors moi, mon mot de fin, je pense que je l'avais évoqué en filigrane. Moi, j'en appelle au sens de responsabilité de tous les citoyens, de tous les usagers des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Et cette responsabilité, c'est sur deux plans. Le premier plan, c'est que ces usagers de ces réseaux sociaux doivent veiller à la confidentialité, au respect de la confidentialité de leurs données. Donc, ils ne peuvent pas laisser leurs données à la portée de qui que ce soit. Donc, ils doivent veiller à ce que les plateformes qu'ils utilisent ou les plateformes auxquelles ils ont accès respectent la confidentialité des données. Ça, c'est le premier aspect de la responsabilité. Le deuxième aspect de la responsabilité, c'est qu'il faudrait être une personne, je ne vais pas encore évoquer la question de responsable, mais en utilisant les réseaux sociaux, il faut faire preuve de sagesse. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux doivent faire preuve de sagesse. Je le disais tantôt, la discrétion, elle est exigée ou elle est de mise pour les utilisateurs de réseau. Il ne faut pas afficher votre vie privée à tout le monde. Et le respect de l'autre aussi. Parce que quand vous utilisez les réseaux sociaux, on dit aujourd'hui c'est le moyen par lequel tout le monde peut s'exprimer. La démocratie, c'est dans les réseaux sociaux. Mais attention, il ne faut pas utiliser, il ne faut pas faire usage de ces réseaux sociaux-là de façon abusive. Ouais. Donc il faut respecter l'autre. Donc en ne tenant pas des propos injurieux, en ne divulguant pas des images qui pourraient porter atteinte à leur personnalité. Voilà, donc la responsabilité, c'est aussi bien au niveau de nos interactions sur les réseaux sociaux qu'au niveau du respect de la confidentialité de nos. Merci, monsieur Namissi. Je pense que c'est ce que je peux dire. Maître Pékélé. Oui. Mais ce qui a suscité l'intérêt de la thématique de ce premier numéro de Just Talk, Just Talk, c'est bien évidemment la modification des conditions générales d'utilisation envisagées par WhatsApp. Et dans nos interventions, nous avons donné comme solution la migration. Mais je veux préciser que ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Et la véritable solution, c'est celle que vient de donner mon cher ami Namissi. C'est vraiment l'hygiène que nous avons dans notre usage des réseaux sociaux. Il faudrait désormais faire attention aux informations que nous partageons, à nos publications
aux autorisations que nous donnons aux applications que nous installons, les applications mobiles, parce que c'est tout ce qui contribue à la collecte de nos données. En dehors de ça, en dehors de la responsabilité individuelle de tous les internautes, il y a aussi la responsabilité de nos États. Il y a eu un travail qui a été amorcé, c'est le travail législatif. Il faut que la mise en place de toutes les structures, la mise en place des moyens financiers, des moyens en ressources humaines puisse suivre afin que ces différentes lois puissent devenir effectives plutôt. Si tout cela est fait, nous pourrons désormais être plus sereins lorsque nous ouvrons une page web. Pékélé, je vous remercie. Je vous remercie aussi et ce fait un véritable honneur pour nous de participer à ce premier numéro. Merci donc au promoteur de la CJUS pour ce privilège qui nous a laissé jouir. Je l'annonçais tout de suite en début d'émission, YouStalk est le rendez-vous idéal pour tous les justiciables qui veulent en savoir un peu plus sur leurs droits. Je vous emmène donc à la découverte de ce qu'est le droit à l'image dans la rubrique Mes droits en 3 minutes. Pour cette chronique, nous allons aborder le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est la prérogative qu'une personne dispose sur son image et la possibilité de faire respecter son droit à la vie privée. D'entrée de jeu, il faut comprendre que toute personne dispose sur son image un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction. Ainsi, l'utilisation de l'image d'une personne nécessite son autorisation expresse et spéciale. Sans cela, cette dernière peut s'opposer à sa reproduction. Alors, que faire lorsque son image est utilisée à de mauvaises fins et sans son consentement? Dans cette situation, la loi vous autorise à porter plainte et à saisir le juge civil afin de faire cesser cela. En effet, l'article 28 de la Constitution togolaise stipule que tout citoyen a droit au respect de sa vie privée et de son image. En effet, l'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire. Au niveau pénal, le Code togolais, en ses articles 368 à 370, interdit l'utilisation de l'image d'autrui sans son consentement préalable. Cette utilisation constitue une violation de l'intimité d'autrui et est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 à 10 millions. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de saisir le juge judiciaire, vous pouvez toujours vous approcher des associations de défense des droits de l'homme tels que le JFDD, la CJUS ou alors le collectif Non c'est Non, afin d'entrer en jouissance de vos droits. Alors, qu'est-ce que je risque lorsque je participe à la diffamation d'une personne sur les réseaux sociaux? Selon l'article 290 du Code pénal, toute personne qui publiquement, par quelque procédé que ce soit de communication, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation et est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois avec sursis et d'une amende de 500 000 à 2 millions. Ainsi, le fait de relayer sur les réseaux sociaux une image susceptible de nuire à l'honneur ou à la réputation d'autrui constitue une infraction punissable par la loi. Alors, mesdames et messieurs, comment utiliser son image sur les réseaux sociaux? Il est important que l'on apprenne à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable et raisonnable, en sachant quoi poster et quoi ne pas poster. Il est important aussi d'éviter de poster des éléments qui pourraient vous nuire non seulement à vous, mais également aux membres de votre famille dans le temps. Chers internautes, merci d'avoir prêté une oreille attentive à notre émission. Comme on le dit souvent, les bonnes choses ont toujours une fin. C'est avec un pincement au cœur que je mets fin à ce premier numéro de l'émission YouStalk. N'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de besoin sur les numéros suivants, le 70 15 90 114 ou encore le 70 15 90 73. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro de l'émission YouStalk. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez surtout pas à lâcher des petits pouces bleus, à commenter et à partager.